Bonsoir. Bonsoir à tous. On va commencer. Je vous invite à prendre place. Pour ceux qui ne sont pas encore... Enfin voilà, installez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Ça va le volume? Ouais, ok. Trop bien. Alors, yes. Ok. Eh bien, bonsoir. Bonne année déjà à tous. C'est la première édition qu'on fait pour 2026. Donc vous voyez, j'ai une typo déjà sur le premier slide. Donc ça commence très très bien. Mais je m'étais trompée sur plein de trucs. Bon, enfin bref, il n'y a plus qu'une erreur. Donc bonne année. Bienvenue à tous. Quelques mots d'introduction avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, du coup, la présidente de Ixia. Et juste, qui vient à Ixia ce soir pour la première fois? Ok, 10-15% peut-être. Bienvenue pour les first timers et puis aux autres qu'on voit régulièrement. C'est un plaisir de vous revoir. Du coup, rapidement, quelques mots sur Ixia, quelques quick news avant de passer à la suite. Du coup, Ixia, c'est un groupe qui a une vision double. La première, c'est de réunir notre communauté qui travaille dans le domaine de l'IA ou qui est passionnée par le domaine et qui veut en savoir plus. Et la deuxième vision, c'est une politique no bullshit, donc d'avoir un angle tech et de vous amener des speakers de qualité pour avoir des échanges stimulants. Notre bureau 2026, donc on est à peu près une dizaine de personnes. Cette édition robotique vous est apportée par du coup Stan, qui est responsable de notre track robotique. Je ne sais pas où il est, quelque part dans la salle. Lies, moi-même et Benjamin aussi, qui est à l'initiative du Speed Networking, qui est une initiative qu'on commence ce soir et on vous en redira quelques mots par la suite. Juste en quelques nombres, donc voilà, maintenant on est un peu plus de 1800 à Ixia et à peu près la moitié de ça sur le Discord. Et j'ai toujours le petit podium, je vois comment est-ce qu'il évolue, mais voilà, c'est toujours la 2015, la promo la plus représentée à Ixia. Donc si vous voulez que ce soit votre promo en numéro 1, eh ben, appelez tout le monde de votre promo et dites-leur de rejoindre Ixia pour prendre la place sur le podium. Pour nous rejoindre, si vous ne le savez pas, on est sur la X et sur Discord. Voilà les QR codes. Bon, on vous partagera les slides après, mais vous pouvez nous rejoindre. Sachez qu'également, il y a des canaux pro qu'on a commencé à la rentrée de l'année dernière, à la fois si vous voulez recruter ou si vous voulez être recruté. Donc, ce sont des channels spéciaux dans le Discord qui ont des threads mensuels. Donc là, les threads de 2026 sont ouverts. Et d'ailleurs, il y a plusieurs offres qui ont été postées. Il y a une start-up en santé qui s'appelle Brightheart, qui est fondée par un 2017. Gradium, donc si vous ne connaissez pas la nouvelle start-up de Voice AI, qui est une spin-off de Qtile. Et aussi une offre côté DGE, où on m'a transmis un petit message concernant cette offre que je vous file. Alors, c'est pour un chargé de mission IA au ministère de l'économie pour faire les politiques d'innovation de l'État en IA. On recherche des gens en expérience deep tech avec volonté de monter en compétence sur les affaires publiques. Et donc, exemple de question, comment choisit-on les technologies à soutenir en priorité en ouvrant la machine Exascale Alice Recoq aux entreprises deep tech? Ça, c'est une des questions, par exemple, auxquelles on veut répondre. Si ça peut vous intéresser d'en discuter ou de postuler, vous pouvez aller parler à Raphaël, qui est ici, au premier rang, au cocktail. Donc voilà, n'hésitez pas. Petit truc aussi sur le Discord, on ne sait pas en fait qui est sur le Discord, on ne faisait pas trop gaffe au début, donc on vous demande de vous vérifier. Aujourd'hui, il n'y a qu'un tiers des gens qui sont vérifiés. Comment faire? Aller dans n'importe quel channel et puis vous tapez /verify. Ça va vous demander d'entrer votre adresse Polytechnique, vous l'entrez, vous recevez un code, vous entrez le code, c'est fini, ça prend 30 secondes. Et comme ça, vous êtes vérifié, parce qu'après, les canaux Ixia Event et les canaux pro seront ouverts aux gens vérifiés et pas aux gens pas vérifiés. Donc si vous avez un problème, vous pouvez écrire à Louis Abraham sur Discord. Quelques quick news. Donc on fait l'édition de ce soir. Mais la prochaine édition est déjà prévue, donc vous pouvez mettre dans vos calendriers Ixia 33. On s'attaquera au sujet du reasoning, donc du post-training des LLM. On parlera RL, on parlera du coup capacité aussi agentique, et on aura
Meta, Cohere et AdaptiveML, et on sera chez Meta. Donc on annonce tout ça demain, mais si vous voulez venir, mettez déjà la date du 18 février dans vos agendas, juste avant les vacances. On a eu des questions sur les stages, surtout des étudiants qui cherchent des stages, et aussi côté employeur pour trouver des stagiaires. Donc, on a mis en place... on a eu aussi des questions de l'AX et de l'école. Bon, donc on s'est dit que le meilleur moyen de récolter de la data, c'est de faire un petit questionnaire. Donc là, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire pour savoir en fait comment vous postez vos offres de stage ou comment vous trouvez un stage si vous êtes étudiant. L'idée, c'est qu'on voit si on peut aider à la circulation des stages IA et comment on peut aider à XIA pour faire ça. Alors, c'est petit, mais demain, il y a un event de robotique qui est organisé par First Kind, qui est un VC de la famille Peugeot. Et c'est un Pitch My Thesis sur le thème de la robotique. Donc, vous pouvez aller sur le groupe LinkedIn de First Kind, et c'est le premier post. Et du coup, il y a le lien de l'event. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la robotique et qui n'ont rien de prévu demain soir, vous pouvez y aller. Et enfin, il y aura un petit speed networking à la fin. Et donc, Benjamin viendra vous en dire quelques mots parce que vous êtes les 3/4 des inscrits ici à avoir répondu « oui, je suis intéressé de le faire ». Donc, merci beaucoup de votre motivation. Et voilà, donc on l'écoutera à la fin et on le suivra. Voilà, merci aussi à nos sponsors de cette année. On a des nouveaux entrants, notamment avec Criteo et Eskimos. C'est grâce à eux qu'on peut avoir des salles plus grandes et puis des cocktails sympas et faire plus d'éditions par an. Donc merci à eux. Enfin, voilà, on va avoir 4 talks ce soir, super passionnant. Et juste avant de laisser la parole à Roch, je veux accueillir du coup Paul-Louis de Algolia, de Algolia, qui va nous dire quelques mots. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça a l'air d'être des super talks, donc je serai bref. Qui ici, à la main levée, connaissait déjà Algolia hier ? Quand même. On était fondé en France, et ça, c'est une raison. Algolia, on est un moteur de recherche à la base, fondé en 2012, encore là en 2026, donc c'est qu'on s'en est sorti. On fait à la base de la recherche. On met en contact votre demande avec un contenu. Alors, historiquement, c'était une barre de recherche. Mais qui aujourd'hui a tapé quelque chose dans une barre de recherche, aujourd'hui ? Il en reste une dizaine, c'est bien. Ce que je pense, c'est que c'est nous qui cherchions il y a 10 ans. Dans 10 ans, c'est plus nous qui cherchons, c'est nos assistants. Mais les moteurs de recherche sont toujours là, pour mettre en contact vos demandes avec le contenu. Peut-être pas en lisant une query, peut-être en lisant une requête, peut-être en lisant une conversation. On sera là. Roch ? Ah. Du coup, ça, j'utilise pas. Ça, c'est pour enregistrer l'audio. Ah, ok. Il a allumé ? Non. Ah, bon, bah, vous l'avez. Ouais, quand c'est vert, c'est good. Allô. Hello, du coup, moi, c'est Roch Molero. Je suis le CTO et fondateur de Gobano Robotics. Gobano Robotics, c'est une entreprise où on développe du reinforcement learning pour la robotique, en particulier pour la manipulation robotique. Et le but, c'est de déployer le plus vite possible des bras robotiques qui font des tâches utiles pour les industriels dans l'industrie. Alors, comme je suis le premier speaker, en fait, je vais vous faire une petite intro et une petite historique sur l'IA et la robotique en fait en général. Donc juste pour présenter mon parcours, moi j'étais donc à Polytechnique, après j'ai fait le MVA, après j'ai fait un doctorat en imagerie médicale, après j'ai fait 4 ans à Wondercraft, c'est aussi pour ça que j'ai fait du reinforcement learning avant de faire Gobano, et après j'étais freelance, après j'ai fait Gobano. Donc je vais pouvoir vous parler de l'historique puisque je l'ai suivi assez de près, notamment quand j'étais à Wondercraft. Alors le reinforcement learning, qu'est-ce que c'est essentiellement ? Le reinforcement learning, c'est en fait apprendre à un contrôleur, enfin un agent, que ce soit
en simulation ou que ce soit un robot physique à faire des actions. Et en fait, en faisant des essais, il va se rendre compte de ce qui lui donne le plus de points ou le moins de points possible, ce qu'on appelle des rewards. Et en fait, il va progresser au fur et à mesure des expériences, en fait. Donc c'est une technologie qui existe depuis assez longtemps, mais elle a un peu explosé autour de 2013, puisqu'en fait, les gens de DeepMind ont commencé à mettre des réseaux de neurones, à mixer les réseaux de neurones avec le reinforcement learning. Donc il y a beaucoup de papiers et de liens vers le talk, on va pas aller tous les voir, mais si vous voulez ensuite aller explorer, c'est un peu l'idée. Le premier, donc en 2013, qui était passé dans Nature, c'était un papier qui utilisait les réseaux de neurones et le RL pour résoudre des jeux sur Atari. Donc le casse-brique et pas mal d'autres jeux. Donc ça a été une mini-révolution, et à partir de là, en fait, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits sur le RL en simulation en général. Donc en fait, les premiers travaux en 2013 ont été étendus ensuite au contrôle continu avec un algorithme qui s'appelle DDPG. Ensuite, il y a eu les choses un peu plus high profile qu'on a entendu beaucoup parler, comme AlphaGo, AlphaZero, Mu0, enfin les trucs des échecs. Et aussi les jeux vidéo comme Dota, StarCraft et aussi d'autres types de jeux vidéo qui ont été résolus. Mais donc ça, c'était vraiment en simulation. Qu'est-ce qui s'est passé en robotique? Donc je pense qu'un des tout premiers résultats intéressants en robotique et en RL, c'est la main d'OpenAI. Donc en fait, en 2018, OpenAI a créé une main robotique avec un Rubik's Cube, et en fait, ils ont en simulation, pareil, entraîné dans un simulateur la main à faire des tâches. Et ensuite, le contrôleur qu'ils ont entraîné en simulation, ils l'ont passé en vrai, dans un setup réel. Et en fait, ils ont réussi à obtenir la même chose, le même type de résultat avec la main avec la vraie main robotique, en fait. Et ensuite, entre 2020 et 2023, il y a eu de plus en plus de résultats dans le domaine surtout de la locomotion. Et donc, maintenant, je pense que c'est assez populaire. Tout le monde a vu passer les vidéos avec des chiens robotiques ou des bras ou des humanoïdes robotiques. Peut-être on va mettre celle-là. Je ne sais pas si on peut mettre rapidement. Celle-là, elle est sympa. C'est un des tout premiers bipèdes entraînés en RL, qui est en fait capable de monter et descendre des marches. Donc ça s'appelle Cassie, le robot. C'était à CMU, je ne sais plus. C'était une université aux US. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Juste pour rentrer un peu en détail dans celui-là. En fait, les chercheurs, ils créent un environnement en simulation avec des escaliers. Et en fait, le robot, avec le RL, ils lui disent monte et descend les escaliers en simulation. On peut avancer un peu, je pense. Ouais, ici. Et là, en fait, en simulation, le robot apprend à monter et descendre les escaliers. Et ensuite, normalement, ça va avancer un peu tout seul, mais on va voir le robot qui, après avoir s'être entraîné en simulation, est capable de le faire aussi en vrai. Donc là, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de vision, en fait. Il n'y a aucun capteur de vision. Zéro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste la proprioception, c'est ce qu'on appelle la proprioception en robotique, c'est-à-dire en fait le robot, il a la mesure de ses propres moteurs, de son propre courant, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de lidar, il n'y a pas de truc de proximité ou de choses comme ça, c'est vraiment purement ce qu'on appelle la proprioception. Donc voilà, donc c'est un résultat qui est assez impressionnant à voir parce qu'on ne s'attend pas forcément, même si nous on essaye de monter et descendre les escaliers en fermant les yeux, c'est pas forcément hyper facile. C'est un robot qui est plus facile peut-être à faire marcher que certains humanoïdes, mais c'était un résultat qui était quand même assez intéressant. Et donc, oui, non, je peux le faire. Hop. Voilà. Et donc, après, il y a toutes les vidéos que vous avez dû voir, même la plus récente de Engine AI, où le robot, il copie un humain, il fait des high kicks, etc. Pourquoi la manipulation robotique, c'est plus difficile? Historiquement, c'est plus dur. Donc, juste, je voulais finir là-dessus. Sur tout ce qui est locomotion, il y a un point qui est commun. C'est la méthode qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le sim-to-real. C'est donc, on entraîne en simu, et ce qui est entraîné en simu, on espère que ça marche en vrai. Et en général, ça marche en vrai. La caractéristique de ça, c'est qu'il faut beaucoup de données. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de plusieurs centaines, des fois de milliers d'heures, voire beaucoup plus, de données en simulation qui conduisent à la convergence de l'algorithme et à la convergence du contrôleur. Pourquoi est-ce que la manipulation robotique, c'est plus difficile? En fait, il y a deux raisons. C'est-à-dire que physiquement, la locomotion, on a juste besoin, au pire, pour obtenir un résultat, de modéliser quelques points d'interaction avec le sol. On n'a des fois pas besoin beaucoup plus. La manipulation, en général, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on veut modéliser des contacts denses, c'est-à-dire on veut modéliser des interactions complexes, par exemple entre un tournevis et une vis, ou des choses qui sont assez compliquées, ou des matériaux soft, des matériaux souples.
Et en fait, modéliser une élasticité non linéaire en simulation, en fait, c'est très dur. Ça demande un pas de temps qui est très faible, en fait, autrement la simulation elle explose. Et si le pas de temps il est très faible, ça demande beaucoup de compute de faire de la simulation, et c'est très dur de faire converger en fait les algos et de simuler des milliers d'heures comme on faisait pour la locomotion. Et l'autre partie, du coup, c'est que la manipulation, c'est très dépendant de la vision. Et en fait, c'est plus difficile de faire des algorithmes qui consomment des pixels plutôt que des algorithmes qui vont consommer une accélération d'un robot, d'un capteur, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Donc en 2023, il y a eu 2 papiers majeurs qui sont sortis sur une technologie qui s'appelle l'apprentissage par démonstration. En fait, il y a eu des papiers qui sont arrivés qui étaient en fait la conséquence d'avancées algorithmiques à la fois dans la génération d'images et à la fois dans la génération textuelle. Donc un côté Midjourney et un côté ChatGPT. Les technologies en fait sont arrivées dans la robotique et les gens ont appliqué ça en fait à des contrôleurs. Et en fait, il y a 2 papiers qui sont arrivés à peu près au même moment, qui ont montré une amélioration des performances sur la technologie de imitation learning. C'est-à-dire on montre au robot comment faire par téléopération ou avec une télécommande. Et ensuite, on demande de l'apprendre et ensuite de l'exécuter. Et en fait, il y a eu un moment où on a vu les succès sur certaines tâches simples passer de 60% de réussite à 90% de réussite. Voilà. Avec très peu de démos, 50, 150 démos. Donc il y a eu un petit moment en 2023 sur ce sujet-là. Et depuis, depuis c'est pareil, il y a eu beaucoup de variations là-dessus. Mais depuis 2024 spécifiquement, on commence vraiment à vouloir appliquer le RL, donc le Reinforcement Learning, sur ces politiques. Parce que comme ces politiques, une des caractéristiques du RL en simulation, c'était qu'on recommence toujours depuis le début. Je disais, il y a beaucoup de besoin de simulation. Et on recommence vraiment à entraîner le robot du début. Au début, il tombe et après, il apprend à devenir meilleur, le quadrupède. Là, en fait, ce que les gens se sont dit, c'est est-ce qu'on ne peut pas commencer par de l'imitation learning, par de la démonstration, et ensuite faire du RL sur une politique qui marche déjà pas mal, en fait. Et donc, depuis 2024, c'est très grossier la timeline, mais en gros, il y a eu une explosion des méthodes de RL appliquées à ces méthodes d'imitation learning. Et donc, on converge vraiment vers cette idée que d'abord, on fait de l'imitation, et ensuite, après, on fait du renforcement pour améliorer la performance, pour qu'elle atteigne le maximum. Et c'est à peu près ce qui se trouve aussi dans pas mal de systèmes comme même ChatGPT. Un système comme ChatGPT, il est partiellement entraîné par imitation, à recopier simplement du texte bêtement, mais aussi par renforcement, à répondre comme il faut en fait aux humains. Donc ce pipeline imitation learning plus reinforcement learning, en fait, il arrive maintenant dans la robotique en fait. C'est un peu ça. Par exemple, oui, bon, je vais avancer. Une autre branche qui est assez intéressante s'appelle les world models. Donc là, c'est pour les gens qui veulent vraiment rentrer dans la technique profondément. Il y a une idée qui est en fait non pas utiliser un simulateur physique, ni complètement utiliser des démonstrations uniquement. Il y a une idée intermédiaire qui consiste à dire on veut entraîner un simulateur data-driven du monde à partir des données. Et ensuite, ce simulateur qui n'est pas parfait, mais qui est purement empirique, en fait, on va entraîner un contrôleur dedans, en fait. Et l'idée de ça, donc il y a un papier en 2018 qui est sorti et qui a montré essentiellement que pour des tâches qui étaient qui avaient beaucoup d'input, comme par exemple des images, quand on veut entraîner un contrôleur qui se base sur des images, bah, en fait, c'est peut-être plus simple de d'abord entraîner un world model, c'est-à-dire quelque chose qui soit capable de prendre en entrée l'état actuel, l'action suivante, et de sortir avec un réseau de neurones l'état qui sera ensuite, vraiment un simulateur data-driven, qui permet de créer une représentation compressée du monde à tout moment en fait, des pixels. Donc, et ensuite, en fait, quand le simulateur il est basé sur les pixels, en fait, au lieu d'entraîner directement le contrôleur sur les pixels, on va d'abord entraîner le world model, ce qui crée une représentation compressée du monde, et ensuite on va entraîner le contrôleur sur cette représentation compressée. Voilà. Et ça, ils ont montré qu'ils apprenaient beaucoup plus vite en faisant ça. En 2022, il y a eu un world model appliqué à la robotique. Ils ont appris en 1 heure à faire marcher un quadrupède. Donc ça, c'était uniquement en vrai. Aucune donnée simulée. Donc ça, c'était déjà une avancée majeure par rapport à ce qui se faisait en pure simulation. Et une autre tâche de manipulation en 8 heures. Et donc pour les gens qui veulent vraiment lire sur ce sujet, je vous conseille par exemple Dreamer V3, qui est le papier de Google, qui arrive à résoudre des tâches très très complexes dans Minecraft. Et fun fact, quand j'étais en train d'écrire la présentation, j'ai vu qu'il y avait un Dreamer V4 qui était sorti une semaine avant et que j'ai pas lu, mais je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Voilà. Donc peut-être ça c'est une slide qui va peut-être aussi éclairer un peu ce qui va se passer aussi dans les présentations après.
Juste un petit glossaire, parce que tout le monde n'est pas familier. On entend beaucoup VLM, VLA, diffusion, transformer, etc. Donc, je fais juste un petit glossaire pour expliquer bien ce que c'est. Un LLM, tout le monde sait ce que c'est. C'est un modèle de langage massif, en français. Large Language Model. VLM, c'est quand le LLM il est aussi capable de consommer des images. Voilà. Et en robotique, on parle beaucoup maintenant de VLA, c'est-à-dire Vision Language Action, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de juste output du texte, on peut aussi output des actions. En fait, c'est la même techno derrière, sauf qu'en fait, au lieu de donner du texte, on donne des actions. Dans les types d'algorithmes, alors ça, c'est vraiment très, très spécifique à l'architecture en fait, du modèle qui est utilisé derrière. Typiquement, par exemple, dans la génération d'images, on utilise des modèles par diffusion. Et dans la génération de texte, on utilise des modèles par transformer autorégressif. Donc c'est vraiment le type de réseau de neurones et d'algorithme qui fait la structure de l'algorithme. Et enfin, il y a la troisième partie qui est la type de méthode d'entraînement. Donc il y a l'imitation learning, c'est ce que je parlais depuis le début. C'est on montre au robot comment faire quelque chose et ensuite il va le reproduire. Il y a le reinforcement learning, c'est le robot apprend en faisant des erreurs ou pas. En fait, il fait des choses, on lui donne un score et il essaie d'améliorer son score progressivement. Les deux derniers termes, c'est sim to real. C'est quand on apprend en simulation et ensuite on passe dans la réalité. C'est ce qu'ils font dans la locomotion, c'est ce qu'ils font beaucoup dans les quadrupèdes, les bipèdes qui marchent. Et le dernier terme que j'ai introduit, c'est world model. C'est l'utilisation de données, la création d'un simulateur data-driven à partir de données réelles. Et donc, ça permet de créer des données pseudo-réelles à partir des données qu'on a précédemment obtenues. Qu'est-ce qu'on fait? Il me reste combien de temps? Plus beaucoup. 7 minutes. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait à Gobano? Donc Gobano, on est une entreprise très jeune, on a été créé en mai 2025, on a levé des fonds en juillet 2025 et on a récupéré l'équipe technique en septembre 2025, donc on a un peu plus de 4 mois maintenant. En fait, on a fondé Gobano avec les idées principales. Comme je vous ai dit, on a fait le constat que l'imitation learning est très mature, probablement industrialisable dès maintenant, et on peut warm start effectivement un entraînement d'un contrôleur de manipulation qu'on finira d'entraîner par l'ERL. Ensuite, la deuxième constatation, c'est que les world models, donc là c'est une constatation très technique, mais c'est qu'on peut utiliser des world models, c'est-à-dire en fait apprendre à partir des données qu'on a récupérées un simulateur data-driven de la tâche qu'on veut optimiser, et on peut réduire l'empreinte data, notamment du RL, qui généralement demande quand même beaucoup de données. La troisième constatation, c'est que le RL, le Reinforcement Learning, c'est très scalable, c'est-à-dire qu'en fait une équipe de 3-4 personnes peut arriver à faire des résultats qui sont un peu world class, avec une petite équipe, en fait, à condition d'avoir les connaissances. C'est l'expérience que moi j'ai vue notamment en Wondercraft. On avait entraîné des contrôleurs par RL bipèdes qui étaient capables de marcher. Et à l'époque, il y avait 2-3 équipes dans le monde qui avaient réussi à faire ça. Et finalement, on n'était pas beaucoup derrière ça, en fait. Donc c'est pas comme certaines entreprises que vous entendez parler, comme Physical Intelligence, qui vont par exemple lever 400 millions d'euros pour collecter énormément de données. En fait, le RL, c'est vraiment une approche. On va se concentrer sur une tâche et essayer d'améliorer cette tâche et renforcer cette tâche pour qu'elle atteigne le maximum de performance, mais vraiment avec des efforts localisés, quoi. Et enfin, d'un point de vue purement business, on observe aussi un double trend. Donc, celui dont on a parlé depuis le début, c'est que le software devient de plus en plus intelligent. Il y a un deuxième trend qu'on observe, c'est que le hardware devient de moins en moins cher. Et notamment, il y a commencé à y avoir une déferlante de hardware qui vient de Chine et qui est beaucoup moins cher que ce qui était faisable avant. Pour donner une idée, il y a certains robots historiques comme Talos qui coûtaient entre 1 et des fois plusieurs millions d'euros à fabriquer. Et maintenant, on peut acheter des Unitree pour des robots chinois ou même des bras qui vont de 2 000 euros à 15 000 euros dans certains cas. Donc il y a une double convergence qui est intéressante d'un point de vue business parce qu'on peut se dire que la robotique devient plus accessible en fait pour beaucoup d'applications où elle ne l'était pas avant parce que ça coûtait trop cher en fait. Voilà, donc c'était le bon moment pour se lancer. Ça c'est une petite vidéo marketing qu'on a fait, donc c'est juste pour vous montrer concrètement ce qu'on fait à Gobano. Là en fait on a fait une tâche de tri de vêtements, on a fait du recyclage. Enfin, c'est des tâches, c'est un peu la R&D, mais en fait c'est le genre de tâches qu'on essaye de viser d'un point de vue business aussi. Donc là en fait on est capable de plier un peu un vêtement. On aura des meilleurs résultats plus tard, mais
Mais voilà, ça on utilise une main robotique, donc là ça c'est par téléopération, hein, donc il y a quelqu'un derrière qui commande en fait et qui montre au robot comment faire. Voilà, je pense qu'il en manque un peu. Ça c'est juste une vidéo qui montre vraiment le robot sans effets spéciaux, enfin, c'est vraiment le robot qui tourne. Donc ça c'est ce qu'on a atteint fin décembre, on était assez content parce qu'au final en fait on a quand même réussi à avoir un contrôleur qui est assez fluide, qui se plante qui se plante mais pas trop. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait on part d'une base qui est pas en imitation learning. En fait on a vraiment chiadé le pipeline imitation learning pour qu'en fait on puisse avoir une bonne base pour ensuite faire du reinforcement learning. Et donc ça c'est un exemple de contrôleur qui est capable de trier déjà 80% des trucs qu'on lui donne en fait. Et ensuite bah, il va se planter, mais en fait à force de s'entraîner, quand on a mis le reinforcement learning, ça va s'améliorer. Donc le pipeline que nous on crée, bah, c'est ça, c'est en fait on arrive chez un client, on regarde le setup qu'on fait. Ensuite, on fait de l'imitation learning, on téléopère la tâche chez le client. Ensuite, on entraîne. Le lendemain, c'est entraîné. On a quasiment entre 60 et 90% de performance de la tâche. Et après, en fait, on va pendant une journée laisser le robot faire sa tâche et se planter. Et là, on va atteindre progressivement, on espère, 100% de performance, en fait. Voilà. Bah, du coup, c'est la dernière slide. Voilà. Oui. Attends, je commence là, après Stéphane. Alors, pour ceux qui posent des questions, est-ce que vous pouvez avoir ce petit machin? Ça prendra l'audio, on est en train de tester un truc, donc vous prenez les deux micros. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, j'avais une double question. C'est les clients que vous adressez. Est-ce que c'est des cas d'usage un peu récurrents en particulier qui reviennent? Et est-ce que les modèles, parce que tout à l'heure vous avez dit que pour trier le robot, ça avait déjà trié un petit peu a priori les objets. Est-ce que les robots sont pré-entraînés? Je ne sais pas, c'est un peu le même genre de tâche que vous faites à chaque fois. Est-ce qu'en plus ils sont pré-entraînés avant le imitation learning? En fait, en général, on va chercher... En fait, à terme, la vision, c'est qu'on pourra prendre n'importe quelle tâche, et du moment qu'elle soit dans un setup qui soit suffisamment cadré, on sera capable de l'entraîner, de faire des démonstrations en une journée, et en maximum une semaine, faire que la tâche elle marche. Ça, c'est la vision long terme. Sur du court terme, on cherche effectivement des tâches qui soient le plus répétables pour des gens. Donc il y a des tâches dans la logistique, il y a des tâches dans tout ce qui est manipulation de vêtements, il y a des tâches dans tout ce qui est... en fait, souvent c'est assemblage, manipulation de vêtements. En fait, dans l'industrie, ce qui n'est pas vraiment automatisé actuellement, c'est toutes les tâches qui nécessitent deux mains. C'est-à-dire, en fait, la plupart, s'il y a besoin d'une seule main, il y a pas mal de roboticiens qui ont déjà fait des sortes de machines spéciales qui sont capables en fait, d'amener un objet et puis le prendre et le mettre. Généralement facile, mais si par exemple il y a une manipulation complexe, 3D, un peu à deux mains, ou alors des matériaux souples, bah, en fait ça n'a pas été attaqué vraiment en fait. Et du coup, bah, c'est plutôt ce genre de tâche. Et pour répondre, non, là on entraîne les modèles from scratch à partir de l'imitation learning. Mais en fait, techniquement, on pourrait prendre aussi ce qu'on appelle justement des VLA qui sont pré-entraînés dans le marché. On pourrait en fait en télécharger un et l'entraîner. En fait, le problème, c'est que souvent ces VLA, ils sont très gros. C'est comme un truc comme ChatGPT. En fait, ils sont vraiment gros. Et du coup, en fait, inversement, il n'y a pas besoin. En fait, là, on arrive. Bon, ça, c'est une vidéo, mais en fait, on arrive vraiment à renforcer des tâches des fois plus compliquées en partant de quelques éléments d'imitation learning. Et en fait, on se dit au pire, si ça nous prend un mois de renforcer une tâche, si la tâche est suffisamment pertinente, en fait, faut voir aussi que le pari business, c'est que en fait, les modèles pré-entraînés, ils sont cool, ils savent faire plein de trucs, mais ils savent faire plein de trucs lentement et ils se plantent beaucoup en fait. Alors que quelqu'un dans l'industrie, un client, il veut vraiment un truc qui marche à 100%. En fait, il veut voir le truc marcher pendant 24 heures et avoir un taux d'échec de genre 0,1%. Quoi. Donc du coup, en fait, il n'y a pas un intérêt concret vraiment de prendre un truc pré-entraîné pour le moment. Je pense sur du très long terme, je pense en fait la plupart des modèles ils seront entraînés par un mélange d'imitation learning et de renforcement et ça sera des gros modèles. Mais un peu comme ChatGPT, mais là, sur notre approche, nous, pour cette année, en tout cas, c'est pas ça. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup, c'était super clair. J'ai une petite question, enfin deux petites questions, en fait. Déjà, la proprioception, mais enfin, c'est les mêmes. Proprioception, on est d'accord, c'est de l'odométrie. Enfin, c'est proche, en tout cas, je suppose. C'est l'odométrie, et puis par exemple, les courants dans les moteurs, la vitesse des moteurs, un truc comme ça. Okay. Et les IMU, quoi, en fait. Enfin, oui, clair. Ouais. Mais du coup, typiquement, c'est des méthodes qui sont généralement assez sensibles à l'usure du hardware. Et du coup, c'est pour ça que les questions se rejoignent. Est-ce que votre méthode arrive à prendre en compte l'usure du hardware et du coup, à mesure que le bras va avoir un servomoteur qui va un petit peu se fatiguer, etc., est-ce qu'elle va réussir à compenser pour ça
Est-ce que vous avez des alertes? Enfin, je sais que ça fait que 4 mois que vous existez, donc difficile à dire. En fait, dans l'idée, c'est un double il y a une double réponse. C'est-à-dire que si vraiment le hardware qui est déployé chez le client il commence à vraiment casser, il y a un moment où on va devoir aller voir pourquoi et si on ne doit pas remplacer le robot simplement. Mais dans l'idée, imaginons que l'environnement évolue, on peut aussi, avec le RL, s'adapter en continu en fait. C'est une des possibilités qui est vraiment là tout de suite en fait. C'est-à-dire qu'on peut délivrer un truc qu'on a entraîné et on va dire il va tourner pendant 10 ans, mais on peut aussi récupérer des données chez le client et dire bah voilà, on va fine-tuner les derniers 0,01%. Un petit peu tous les mois, et en fait si le hardware se décale, ça va pouvoir compenser ça aussi en fait. C'est une des possibilités du RL en fait. Enfin surtout quand tu es natif RL, c'est en fait si vraiment tu fais du RL depuis le début, tu as déjà l'algo pour renforcer sur ton environnement et tu prends des données plus récentes et en fait tu vas juste t'adapter au décalage. Mais après si ton hardware il est vraiment pas bon, en fait vaut mieux aller voir pourquoi il est pas bon et essayer de trouver un meilleur robot ou un truc comme ça. Mais... Enfin, je sais pas. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moi, je me demandais par rapport à ce que vous dites, que les industriels ont des exigences un peu hautes. Et donc, est-ce que vous visez pas plutôt des particuliers qui ont peut-être des exigences un peu moins strictes? Moi, je pense aux robots aspirateurs, par exemple. Ils sont pas vraiment très bons, en fait, mais ça suffit aux particuliers. Ils se trompent, mais à un moment, il y arrivera. Et puis, par rapport à vos clients actuels, est-ce qu'ils demandent vraiment une tâche spécifique ou ils demandent un peu ce qui est la définition du robot, de pouvoir faire plusieurs tâches? Et dans ce cas, comment vous gérez l'entraînement sur plusieurs tâches? Vous supervisez vraiment sur quel ordre, combien de temps? Ou est-ce que vous arrivez à automatiser tout ça? Alors, on ne vise pas vraiment les consumers, enfin les clients. Les particuliers. La raison principale, c'est que c'est une question d'échelle, c'est-à-dire qu'en fait, genre industriel, généralement, on peut. En fait, faut voir que un robot au minimum, ça reste 2000 euros, 2500, 3000 euros. Typiquement, le flagship un peu use case que les gens pensent pour les particuliers, ça serait pour plier des t-shirts. Mais en fait, je sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment envie d'acheter 5000 euros un robot pour plier des t-shirts. En fait, d'un point de vue business, on pense vraiment juste que c'est plus intéressant de faire de l'industrie. Parce qu'en plus, en industrie, il y a quand même un vrai besoin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui, tous les jours, cherchent en fait, à comment je peux automatiser mon process. En fait. Donc le besoin, il est déjà là. C'est à peu près plus logique. Et donc la deuxième question, c'était est-ce qu'on doit rentrer des tâches régulièrement? En fait, on va vraiment chercher des tâches qu'on peut effectivement entraîner 1 ou 2 fois. Et en fait, déployer 100 robots sur la même tâche. En fait. Donc on va essayer de viser des tâches, que ce soit dans le vêtement ou que ce soit dans la manipulation d'objets, des choses comme ça, qu'en fait on pourra entraîner et ensuite déployer dans plusieurs clients à la fois en fait. Ce que je disais, sur du long terme, on pourra vraiment se dire, on prendra des VLA, on les entraînera à faire plein de tâches et on aura peut-être des robots généralistes. Sur du court terme, on est plutôt dans l'approche d'essayer de trouver une tâche qu'on peut déployer chez plein de gens à la fois. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de remercier Rogue. Merci beaucoup. Et du coup, on passe à Little Big Code. On accueille nos 3 speakers. Pendant qu'on met les slides, je te laisse clipper ce truc-là. Vous avez le micro, non? Ah mais oui, pardon. Oui, n'importe quoi, je donnais le mien. Oui, parfait, ouais. C'est bon. Oui, c'est bon. Le micro, il est allumé. Il est bien allumé. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Thomas Gossin et je vous présente Bad Kebri et Leonardo Ciodi. Donc, on est tous les 3 des data scientists. Et en 2025, on s'est fait un peu un pari de se mettre à la robotique. LBC, qui était notre entreprise de conseil spécialisée en intelligence artificielle, nous a un peu sponsorisé pour ces événements et nous ont acheté tout le matériel et nous ont permis d'apprendre. Et aujourd'hui, on va vous faire un rex de tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris sur ces 2 hackathons qu'on a fait. On a fait du coup 2 hackathons. Et notre tour d'expérience, et on va vous parler d'un modèle en particulier qui est l'ACT, qui est le modèle le plus simple, mais aussi je trouve l'un des plus puissants. Ah si. Vous avez la zapette? Ah oui, pardon. Super. Bon, du coup ça c'est nous 4, il y en a un qui n'a pas pu venir.
Donc je vais commencer par vous parler des 2 hackathons qu'on a pu faire et après on enchaînera sur comment fonctionne la CT. Donc ces 2 hackathons sont basés sur un projet qui s'appelle Le Robot, qui est fait par Hugging Face, par Rémi Cadet d'ailleurs, qui a monté une entreprise récemment. Donc qu'est-ce que c'est que Le Robot? Le Robot, c'est une librairie qui permet de faire des entraînements, qui permet de faire de l'enregistrement de datasets, et où on va retrouver tous les modèles open source, Pi0, ACT, etc. Donc c'est une librairie qui a eu pas mal d'engouement durant l'année 2025. Ils ont plusieurs robots, donc le Richie Mini, il y a le Kiwi. Le Kiwi, c'est un SO100, donc c'est le bras sur du coup une plateforme. Exactement. Il y a OpenDuck. OpenDuck, c'est un robot qui est inspiré de celui de Disney qu'on a pu voir. Et le SO100. Le SO100, c'est celui sur lequel nous, on a travaillé sur ces 2 hackathons. Donc le SO100, c'est un robot qui est à la fois du coup le follower, donc qui va faire l'action, et le leader que nous, on va contrôler pour les apprentissages. Aujourd'hui, il y a le SO101 qui est une évolution de ce robot, d'ailleurs. Donc le premier hackathon, c'était aux alentours de mai ou avril. C'était organisé par Hugging Face et Mistral. Et avec mon équipe, nous avons décidé du coup de faire un Kies. Et on a fini deuxième. On n'a fait pas que l'entraînement du robot, on a aussi fait un agent. Donc avec Whisper, un LLM pour décider des actions, qui va parler à une policy, donc qui va être notre ACT, et un text-to-speech pour répondre. L'ACT, c'est une ACT modifiée, parce que normalement l'ACT fait qu'une seule tâche, et ici on l'a modifié vu qu'on avait, c'est une grille, et pour lui dire où on doit aller, du coup on a rajouté une entrée qui était des coordonnées. Mais ça on en parlera par la suite. Je sais pas comment on lance la vidéo. Ouais. Ouais. Donc là, en bas à droite, on voit le petit agent qu'on avait fait. On pouvait lui parler, on pouvait vraiment jouer avec lui. Donc lui avait sa grille, avait son personnage auquel il pensait, nous on avait le nôtre et on faisait des échanges jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne. Ça marche pas la vidéo? Non, on la voit pas. Ok. Ouais, c'est ça exactement. On la mettra pas en entière. Ouais, même en x4 si c'est possible parce que c'est un peu long. Là d'ailleurs c'est lui qu'on entend actuellement derrière. Ah. Non, c'est pas grave de toute façon. Oui, non, sinon c'est pas grave. L'essentiel c'était juste ça. Donc on le voit, il ferme les grilles tout seul. Lui, en fait, c'est le LLM qui va lui dire bah, je pense que tu peux fermer la grille à coordonnées XY. Il lui donnait une liste et le robot allait les fermer une par une comme il voulait. Hop, on peut passer à la suite. Donc ça a été notre premier pas dans la robotique. Ça nous a permis de comprendre comment fonctionnait l'ACT et comment on pouvait la modifier. Et par la suite, du coup, il y a eu le Worldwide Hackathon. Donc c'était l'hackathon mondial organisé par Hugging Face. Il y avait plus de 2500 participants et tous les pays qui ont participé, on avait 30 heures pour faire quelque chose. Et nous, on a décidé, ouais, nickel, là ça marche, de faire un robot qui fait la cuisine, enfin qui fait des sandwichs. Normalement, le SO100 il peut pas bouger et nous ça nous posait problème. On voulait que le robot puisse bouger, donc on lui a rajouté un rail. Et le rail, pareil, les mouvements sont appris par la policy de la CT. Donc là, c'est pareil, il y a un agent exactement comme l'autre. On lui donne la recette qu'on veut. Et après, il va donner les instructions au robot pour faire le sandwich. Donc, ouais, c'est dommage, on ne peut pas le mettre plus rapide. Je la fais en entière. De toute façon, elle est finie la vidéo. Ok. Donc maintenant, je vais laisser Bad vous expliquer comment ça fonctionne l'ACT. Merci Thomas. Je peux avoir le... Aïe. Mais c'est pas grave, je vais le tenir comme ça.
Excusez-moi. Du coup, je vais donc vous présenter l'ACT plus en détail pour qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne concrètement. Donc l'ACT, ça a été présenté par des chercheurs de Stanford qui ont à la fois présenté l'ACT, donc le modèle derrière le robot qu'on a utilisé, mais aussi le système robotique qui est devenu aujourd'hui le bras SO100. L'avantage de ce système robotique, comme on peut le voir dans l'image ici, donc on voit bien une personne téléopérer les deux bras robotiques à l'aide de bras leader. L'avantage de ce système, c'est qu'il est très peu coûteux. Donc celui du papier là, qui est plus complexe que le bras SO100, il coûte, il me semble, dans les alentours de $2000. Mais le bras SO100, il coûte 200 € à peu près, il me semble, ce qui est beaucoup plus abordable pour des personnes comme nous qui voulons travailler sur de la robotique en démarrant. Donc c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'il est très facilement, qu'on peut le construire assez facilement, parce qu'en fait, c'est composé donc de 6 moteurs qui vont être, donc le robot a 6 degrés de liberté, et tout le reste, toute l'armature du robot, c'est imprimé en 3D. Donc ça fait qu'on peut le construire chez soi et le monter soi-même assez facilement. Et aussi, si jamais on le casse, c'est facile de remplacer une pièce et c'est pas très coûteux. Par contre, les limites, c'est que du coup, il va être très fragile, vu que c'est de l'impression 3D. Et surtout, il n'y a pas de capteur dans ce système. Et donc, ça veut dire que si la pince commence à attraper un objet trop dur et à trop forcer, il n'y aura pas de capteur pour avoir un retour et savoir qu'il faut moins forcer. Et donc, ça risque de soit casser l'objet, soit surtout, dans la plupart des cas, casser le bras, vu qu'il est en impression 3D. Ça nous est arrivé assez fréquemment à nos débuts. Donc voilà, ça c'était pour le système robotique, l'hardware. Maintenant, je vais vous présenter le modèle en lui-même, donc l'ACT. L'ACT, c'est pour Action Chunking Transformers. Et donc, avant de rentrer dans l'architecture du modèle, je vais vous parler de deux principes, deux innovations qu'a présenté Papier, qui ont été assez importantes. Donc d'abord, c'est l'Action Chunking. Le robot, en fait, il va prédire les positions des moteurs, donc les angles de chaque moteur du bras. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prédire les positions de plusieurs instants à la fois. Au lieu de prédire la prochaine position, on va en prédire plusieurs. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle le temporal ensembling. C'est simplement une moyenne pondérée de chacune des positions. Et l'intérêt de faire ça, c'est que ça va permettre au robot d'avoir des mouvements plus fluides et d'éviter que d'un instant à un autre, la position des moteurs passe à des valeurs trop différentes. Et du coup, ça permet au robot de vraiment se déplacer de manière un peu plus humaine. Et voilà. Ensuite, au niveau de l'architecture du modèle, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller assez rapidement, mais en étant le plus clair possible. En fait, c'est, comme l'avait présenté Roch, c'est basé sur une architecture Transformers. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'IA, vous devez sans doute connaître exactement comment ça fonctionne. Mais du coup, ce qu'on a, c'est on a d'abord un encodeur qui va prendre donc l'angle de chaque moteur ainsi que les actions prédites à l'instant précédent. Et il va encoder cette information pour créer un vecteur latent, ici noté Z. Ce vecteur, en fait, il représente l'état dynamique du robot à l'instant T. Et ensuite, ah oui, j'ai oublié de préciser, dans le système robotique du bras SO100, on a plusieurs caméras. On peut en prendre autant qu'on veut. Et généralement, on met au moins une caméra sur la tête du robot et une caméra qui donne une vue d'ensemble de l'endroit où est-ce qu'on est. Et donc, pour chacune des images des caméras à l'instant T, on va aussi les encoder à l'aide d'un ResNet. Et donc, en utilisant la variable latente, les vecteurs encodés des images et les positions des moteurs, on va rentrer ça dans une architecture encodeur-décodeur pour prédire les prochaines actions, comme avec l'action chunking et le temporal ensembling, comme je l'avais expliqué précédemment. Ensuite, au niveau de l'entraînement, ce qui se passe, donc, c'est qu'on va faire de la téléopération. Donc, c'est de l'imitation learning, comme l'avait expliqué Roch tout à l'heure. Il faut une personne
qui manipule du coup le robot à l'aide de bras téléopérateurs et enregistre plusieurs fois la tâche qu'on veut apprendre au robot. Généralement, nous, il nous fallait au minimum 50 exemples par tâche pour que le robot commence à avoir des bons résultats. Et donc, quand on enregistre ces données, ce qu'on enregistre, en fait, c'est pour chaque unité de temps, les frames de chaque caméra, les positions des moteurs. Donc ça, c'est les données d'input. Et l'output labellisé, ça va être les positions de moteur que le robot est censé prédire pour après. Et voilà, et après, au niveau des poids, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a le ResNet qui est entraîné, on a des couches linéaires pour encoder les positions des moteurs, etc. Et bien sûr, les couches d'attention dans le Transformers qui sont entraînées lors de l'entraînement. Tu crois Du coup, pour revenir à notre projet du hackathon, c'est exactement la même architecture qu'au premier hackathon. On a un Whisper, un LLM qui va décider, qui donne des actions. Donc là, comme vous avez vu, il y avait plusieurs ingrédients. Donc on lui donnait en entrée un vecteur, OneHot, qui disait quel ingrédient devait choisir l'ACT. Parce qu'au lieu, en fait, il y a deux choix. Soit on peut faire un entraînement d'une ACT par tâche, soit on peut rentrer un vecteur OneHot en entrée pour lui faire apprendre plusieurs tâches. Donc nous, c'était la deuxième solution qu'on a prise. Et le deuxième élément, c'est le rail. Le rail, ça a été ce qui nous a fait gagner la première place du coup, au hackathon mondial, parce qu'on était les seuls à avoir fait ça. Et ça a donné du mouvement au bras. Et pour ça, du coup, on l'a modélisé sur Fusion 360 et on a utilisé un stepper moteur. Donc, il faut savoir que les moteurs sur le SO100, ce sont des Fitech et ce sont des servomoteurs, donc qui fonctionnent avec des angles. Ça, c'est un stepper moteur. Un stepper moteur, ça va être utilisé surtout dans l'impression 3D. Et donc, ça va être des moteurs à pas de temps. Donc, ça veut dire, je vais lui dire avance de n pas. Et du coup, ça n'a pas le même bus de communication. Donc là, c'est un bus RS 485. Donc, on a dû aussi réécrire les protocoles dans la lib de le robot. Donc, en sauvegardant lors de l'entraînement tous les pas tous les angles des moteurs du bras, on a aussi sauvegardé le déplacement du rail. Et ça a été aussi appris dans le modèle de l'ACT. Donc ça, comme j'expliquais, c'est l'ACT du coup conditionné, c'était un one-hot qu'on met en entrée et qu'on rajoute dans les entrées avec les caméras et les moteurs. Yes, à toi. Beaucoup de trucs. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, pardon, excusez-moi. Alors maintenant, je vais vous parler des modifications qu'on a fait sur l'ACT, donc dont on vous parle depuis tout à l'heure, particulièrement pour cet hackathon. Donc une modification sur le ResNet et une modification sur le critère d'arrêt. Donc pour la partie visuelle, on a ajouté, donc on vous a montré juste avant, sur l'architecture de l'ACT, on a rajouté l'instruction de la tâche. Donc vous avez vu dans la vidéo avant, on a attrapé la salade, le pain, le jambon, etc. Et donc du coup, on donne cette information-là au niveau de l'encodeur. Et ça implique que cet encodeur, et donc le décodeur par la suite, va avoir la mission, en prenant en compte les features visuelles que ces modèles-là ont, enfin forward jusqu'au transformer, c'est de comprendre la scène et avec la tâche, réussir à comprendre ce qu'il doit faire en fonction de cette scène. Et l'intuition qu'on a eue, c'est de se dire, finalement, est-ce que cette instruction ne devrait pas arriver plus tôt, notamment au niveau ici des CNN, pour que visuellement, les features visuelles qui sont extraites des images des caméras reflètent déjà ce qu'implique cette action. Donc ici, je vous fais une analogie, ce n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Mais dans l'idée, c'est comme si on se dit, mettons un masque sur un des objets, et donc du coup la tâche ne devient plus va chercher tel objet ou tel objet, mais va chercher l'objet qui est rouge et va le poser dans l'assiette. Et donc du coup, c'est ce qu'on a appliqué ici. Donc voilà, l'ajout de la tâche au niveau du CNN. Et donc du coup, on a utilisé Film. Alors Film, ça permet de venir modifier les valeurs des poids à différents niveaux des layers d'un modèle, donc notamment d'un ResNet, sans venir modifier les couches du réseau de base. Donc en l'occurrence ici, le CNN nous sort à chaque layer une matrice de valeurs, et nous, on va venir le moduler avec Film.
Donc film de base fonctionne avec une modulation scalaire avec cette matrice gamma et ensuite un biais qui est ajouté avec la matrice bêta. D'abord, on a voulu tester si effectivement cette intuition était bonne d'utiliser film pour ça et de venir moduler la partie visuelle. Donc on a juste rajouté un biais à la sortie complète du réseau du ResNet. Donc on a vu une très légère amélioration et donc on a poursuivi, on a rajouté donc cette activation de film avec la partie scalaire et la partie et le biais au niveau de chaque layer du modèle et on a pu apercevoir encore des meilleurs résultats. Et donc, c'est la première intuition qu'on a eue, qui a eu des bons résultats. Et on voit que effectivement, le transformer, au niveau de la CT, n'a plus à être le seul responsable de la décision de ce qu'il faut faire en fonction de la scène, en fonction des images, etc. Mais a déjà une information qui est formatée, qui lui permet de comprendre plus en détail ce qu'il est censé faire. La deuxième partie et grande amélioration qu'on a fait sur le modèle, c'est le stopping criterion. Donc, en utilisant le robot et le bras SO100 de Hugging Face, vous mettez au moment de l'inférence une durée pendant laquelle il va fonctionner. C'est pas pratique parce que s'il a fini sa tâche très tôt, bah, il continue de tourner et il fait n'importe quoi. S'il finit sa tâche trop tard, bah, il finit pas sa tâche. Donc c'est pas très pratique. La première chose qu'on a fait, c'est que dans nos entraînements, à chaque fois, on revenait à une position de repos à la fin d'une démonstration. Et donc, du coup, on a commencé à mesurer au moment de l'inférence la distance qu'on avait avec cette position de repos. Si on était proche de cette position de repos, le robot a fini sa tâche, il peut s'arrêter. Le problème, c'est qu'il revenait à chaque fois à cette position de repos et qu'on perdait du temps. Donc, du coup, on est venu modifier le modèle pour que le modèle commence à prédire la probabilité qu'il ait fini la tâche. Donc, plutôt que de juste enchaîner des actions, il rajoute en sortie, ce qu'on peut voir là-bas, les stop logits qui vont venir donc sortir une proba que la tâche soit terminée. Et nous n'avons plus qu'à rajouter un certain threshold sur cette valeur-là pour venir arrêter la tâche. Donc ça a consisté en rajouter cette information dans l'entraînement. Donc bien évidemment, il fallait sur la collection du dataset, l'entraînement du modèle, l'inférence, etc., rajouter cette information. Et donc au niveau de la control loop, au moment de l'inférence, on vient tout simplement regarder cette valeur et quand on passe un certain seuil, on considère que la tâche est terminée et ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet au robot de ne plus seulement être capable de faire des manipulations, mais d'avoir une vraie conscience de la tâche qu'il est en train de réaliser, de quand elle est terminée. Merci. Et du coup, pour terminer cette présentation, je voulais aller un peu plus loin et vous parler de la CT. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec la CT? Donc, je voulais vous parler d'un papier qui s'appelle Sonic, qui est sorti par NVIDIA. Donc, comme vous avez pu le comprendre, la CT, c'est un modèle qui est très simple, mais comment on peut l'appliquer à de la robotique comme des humanoïdes sur des G1? Donc, le problème, c'est la reward. À chaque fois, en fait, il faut trouver comment on va donner une reward quand on fait du RL au modèle. Et ça, c'est compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est on va utiliser en fait le scaling law. Donc, on va le faire par motion tracking. Donc, on va, plutôt que de faire des rewards, on va regarder à ce qu'il soit le plus près des mouvements humains. Donc Sonic, ils ont fait plusieurs inputs. Il y a du VR, on peut contrôler en VR, on peut le contrôler en kinématique, on peut le contrôler aussi en texte, mais on peut aussi l'intégrer avec du VLA. Donc un VLA, ça peut être une ACT. Donc en fait, Sonic va être le système nerveux et l'ACT va être l'action qu'on veut lui faire faire. Donc si je veux faire du pick and place, Sonic va gérer les mouvements pour qu'il reste debout, qu'il tienne l'équilibre, et l'ACT va faire l'action qu'on veut qu'il fasse, comme prend et dépose. Donc voilà, ça clôture la présentation. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions pour nos 3 speakers de Little Big Code? Ouais. T'as levé ta main, non, David? Ah, pardon. Quelqu'un a levé sa main ou pas? Une autre question. Si. Merci pour la présentation et pour la démo.
Très cool de voir ACT en pratique. Est-ce que la prédiction de la fin de la tâche, c'est particulièrement plus difficile? Est-ce que c'est juste est-ce que c'est une idée brillante en termes d'architecture ou est-ce que c'est aussi un défi en termes de training? C'est quelque chose qui est nécessaire sur toutes les tâches robotiques et qu'on va devoir prendre en compte sur tous les modèles qu'on utilise. En l'occurrence, sur l'ACT, qui était le modèle qui était facile d'utiliser parce qu'il était intégré à le robot et parce qu'il est très léger comme modèle et il ne nécessite pas une grosse machine pour le faire tourner, c'était pas pris en compte et nous on en avait besoin pour pouvoir faire quelque chose de plus fluide, de plus rapide et ça permet de le rendre plus intelligent en un sens, même si voilà quoi, c'est un petit truc en plus, mais ça permet de s'arrêter plus vite et d'enchaîner les tâches plus rapidement. Et du coup d'apprendre plus. Exactement. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir combien de GPU vous aviez eu besoin, quel type de hardware, quel type de GPU vous avez eu besoin pour l'entraînement de ce modèle. L'ACT est assez léger comme modèle, et donc nous en l'occurrence, on a juste utilisé un Google Colab sur lequel on faisait de l'entraînement, une A100. On a pris une A100 avec c'était le Google Colab, l'abonnement à genre 20 € par mois, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas besoin de quelque chose de colossal. Juste, si vous utilisez un tout petit GPU, il va falloir attendre peut-être jusqu'à 24 heures avant d'avoir un modèle entraîné. L'entraînement, c'est un peu long. Pour l'entraînement, du coup, c'est un peu long. Mais par contre, pour tout ce qui est inférence, nous, on le faisait tourner sur un Mac. Et en fait, on a testé plusieurs modèles. On a testé des VLA. Et l'ACT, c'est le seul qui est vraiment fluide sur des petits hardware comme des Mac. Sinon, il faut du GPU pour les faire tourner en inférence. Juste pour ajouter une dernière chose, on est dans l'ordre de grandeur d'un encodeur BERT classique. C'est à peu près les mêmes poids de modèle, donc voilà, c'est à peu près le même temps d'entraînement et d'inférence. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vous disiez que vous avez utilisé environ 50 samples pour l'imitation learning. Dans la présentation d'avant, on parlait de 100 à 150. J'ai l'impression que les tâches d'entraînement sont quand même assez répétitives. Comment est-ce que vous introduisez de la variabilité dans vos 50 samples? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'à 50 samples, vous avez assez de données pour faire de l'imitation learning? Alors, il faut aussi savoir qu'on a décidé de prendre 50 exemples parce que aussi on était en hackathon et qu'on n'avait pas le temps de forcément enregistrer énormément de données. Et sinon, vu que nous, on avait un modèle capable de réaliser plusieurs tâches et d'aller chercher un ingrédient, on a rajouté de la variabilité en changeant la position des ingrédients parce que c'était sur un bac. Je ne sais pas si tu peux remettre une image. Et donc on faisait varier la position de chaque ingrédient pour être sûr que du coup le modèle apprend à vraiment récupérer l'ingrédient qu'on veut et pas juste aller à une position. Ouais, je ne sais pas si ça répond à l'action. Tu peux. J'étais un peu sidetracked. Pardon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rajoute un tout petit truc sur cette réponse. On avait aussi constaté que sur le modèle de l'ACT, comme c'est un modèle très léger, il a du mal à généraliser les tâches. Et donc, il faut avoir beaucoup d'éléments de record. Bon, nous, on ne faisait que 50, mais surtout, on le faisait dans un setup qui était très maîtrisé. Vous voyez, on a ce bac à l'arrière. Donc ça permet d'avoir des conditions de lumière qui sont similaires sur les différentes réalisations. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé pour beaucoup de candidats, c'est qu'ils ont fait un record à un moment où il y avait certaines conditions de lumière, et 1 heure plus tard, le soleil n'était plus là ou quelque chose comme ça, et au moment de l'inférence, ça ne marchait plus du tout. Donc c'est important de prendre ça en compte, et pour faire de la généralisation là-dessus, c'est important d'avoir beaucoup d'éléments visuels, donc qui peuvent être atteints avec de la simulation ou avec des modèles qui sont plus gros, capables de généraliser une tâche avec plus d'éléments. Eh ben, je vous propose de remercier nos 3 speakers de LBC. Merci. Vous pouvez laisser ça là. Ah, trop bien. Ouais. Et du coup, on passe à Fosso avec Frédéric.
Bonjour à tous. Ça arrive. Donc bonjour à tous, je vais vous parler de Phosphobot, donc un projet qui a à peu près 1 an, et c'est un projet qui est assez proche de ce que Hugging Face faisait avec le robot. Et donc je vais vous présenter tout ça. Donc petite introduction, je vais vous parler d'acquisition de données, des problèmes qu'on peut rencontrer, de comment est-ce qu'après on entraîne les modèles, de l'inférence, et après 2 petites choses sur comment est-ce qu'on peut mesurer la performance et vos questions. Donc pour replacer tout ça dans le contexte, Phosphobot c'est un projet qui a été créé par une entreprise qui s'appelle Phosfo pour laquelle je travaillais, et avec l'idée que c'était très dur de rentrer en robotique actuellement. On était à l'origine dans le secteur de l'IA, et on s'était dit la prochaine étape avec tous les modèles, c'est non pas de contrôler seulement de l'information, mais de contrôler le monde physique. Et on a vu la robotique comme the next big thing, et on voulait sauter là-dedans. Et en se lançant, on a vite compris que c'était pas du tout comme le software. Manipuler du hardware, ça peut casser à n'importe quel moment, il y a plein de problèmes. Et on s'est mis en tête du coup de construire un peu une brique pour se lancer dans l'IA et la robotique pour n'importe qui. Donc un projet très proche de le robot. On avait aussi un aspect de le faire dans le vrai monde, parce qu'il y a beaucoup de démonstrations et de vidéos en robotique qui sont accélérées, qui ne marchent pas. Quand nous, on essaye le code, ça casse. Et donc, on avait cet aspect de pas seulement le faire en simulation, mais de le faire dans le vrai monde et de montrer des choses qui marchent. Donc, dans les choses qu'on voulait, c'était par exemple proposer une API super simple, un peu comme ce qu'on peut voir dans le software, mais pour les robots. Donc pouvoir simplement avec du code dire va ici, fais ça, et proposer par exemple d'enregistrer de la donnée, d'entraîner des modèles et de tester ses idées, etc. Il y a aussi une contrainte, c'est qu'on voulait que ce soit assez accessible, puisqu'on s'adresse pas à des industriels dans un premier temps, mais des gens comme vous et moi, et donc les robots un peu industriels de très haut de gamme qui montent tout de suite à 10 000 ou plusieurs milliers d'euros, c'était hors du scope. Et donc on est parti sur des modèles de robots légèrement modifiés. Vous reconnaissez peut-être le SO100, auquel on a rajouté ici une caméra. Donc 2 caméras de poignet qui servent notamment à détecter avec plus de précision quand est-ce qu'on agrippe les choses, et des caméras de contexte pour comprendre la scène. Ce robot, il est aussi très bien parce que d'un point de vue de sécurité, quand on fait de l'IA, si le modèle a une erreur ou si on se trompe, avec un robot industriel, on peut vite se faire mal. On a déjà cassé plusieurs tables et voilà. Enfin, c'est possible. Donc, dans la robotique, qu'est-ce qu'on enregistre et quelle est la donnée dont on a besoin? C'est une vidéo avec des positions moteurs. Donc, on peut avoir plusieurs vidéos et c'est important de bien les ranger, etc. pour pouvoir les manipuler. Il y a un standard qui est en train de voir le jour, qui est le robot dataset, donc encore de Hugging Face. Aujourd'hui, la plupart des modèles qui sortent proposent d'entraîner directement sur ce type de dataset, et c'est en train d'être adopté. Pour ce qui est du nombre de data et de la quantité dont on a besoin, on en a parlé tout à l'heure, au grand minimum, c'est une trentaine de démonstrations, et puis ça peut monter à 100, voire 1000 pour différents modèles qui sont plus gros, des VLA, etc. On en parlait tout à l'heure dans les questions, mais c'est aussi extrêmement important d'avoir un setup qui est un peu standardisé pour pouvoir le répliquer après au moment de l'inférence.
dans toutes nos expérimentations et dans nos utilisateurs, on a eu beaucoup de problèmes parce que simplement le setup a changé. Voilà, il s'est passé 2 heures et la lumière a changé, la scène est différente, enfin voilà. Donc, si vous essayez ça, c'est super important d'avoir un setup qui est bien éclairé, un peu standardisé, pour pouvoir répéter vos expériences. Les vidéos marchent pas peut-être, je sais pas. Je voulais vous parler un peu de... je vais le faire. De comment est-ce qu'on collecte de la donnée. Donc, pour contrôler un robot, on le téléopère, donc on l'opère à distance. Il y a plusieurs manières pour ça. Soit on a une réplique du robot, et du coup, on va venir enregistrer ce que notre réplique fait et le répliquer sur le vrai robot. Donc, ça ressemble un peu à ça. Et quand je bouge le robot à ma gauche, il bouge aussi à droite. Il y a une petite particularité sur cette vidéo, c'est que vous voyez, si je le lâche, il ne va pas s'effondrer sous le poids de la gravité. Donc je vous expliquerai ça juste après. C'est ici. Ouais. Et une des particularités de ce qu'on avait construit, c'est qu'on a aussi mis en place la capacité de le contrôler par un casque de réalité virtuelle. Je vais aussi vous expliquer ça. Et donc ça ressemble à ça. Donc vous voyez que ici mon collègue, les robots suivent les mouvements des mains. C'est très marrant à faire. Voilà. Donc pour ce qui était de la première vidéo, on a une réplique du robot. C'est extrêmement simple. On est juste en lecture seule sur le bras qu'on est en train de contrôler et on réplique directement en écrivant les positions moteurs sur le bras robot qu'on veut contrôler. Ça tourne environ à 100 Hz, donc c'est très pratique puisque ça nous permet d'avoir un contrôle qui est assez fin et précis. Les chiffres que je donne ici, c'est pour ce modèle de robot. On peut monter à plus sur des robots de plus haut de gamme, mais là c'est vraiment des trucs low cost, consumer on va dire. Et petite particularité de la vidéo, c'est que au moment où je lâchais le bras, il ne tombait pas. Et donc il y a un système qui compense la gravité. Donc en fait, comment ça marche? C'est que dans notre logiciel, dans Phosphobot, il y a un simulateur en interne qui tourne. Et ce qu'on fait, c'est qu'en lisant les positions du bras, on va mettre à jour notre simulation. Et la simulation nous permet d'avoir connaissance et de calculer le poids de la gravité qui s'exerce sur le robot. Et donc une fois qu'on la connaît, on peut la compenser en appliquant l'effet inverse. Donc ça rajoute un peu de calcul et ça tourne un peu plus lentement, mais ça reste complètement utilisable et ça permet d'avoir un contrôle plus réaliste sur notre bras robot. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que ça tourne à très haute fréquence, on a un bon contrôle. Par contre, ça peut être cher puisqu'on a une réplique du robot. Alors souvent sur des robots industriels, la réplique est plus petite, mais ça veut quand même dire qu'on a un deuxième équipement qui ne peut pas être utilisé pour la robotique, mais simplement pour la capture de données. Et aussi autre chose dans cette approche, c'est que si on essaye de contrôler ce robot, c'est un peu bizarre en fait, parce que c'est pas naturel. On a un objet à 6 dimensions qu'on essaye de tenir et qu'on veut déplacer, mais donc nos déplacements sont un peu contraints et ça peut être un peu bizarre au début. Dans la deuxième vidéo, c'est de la téléopération par de la réalité virtuelle. Donc on a en fait une application dans le casque qui tourne, qui va récupérer la position des manettes. Et là, si j'avance mon bras, c'est un mouvement qui est très naturel. Et le robot va avancer. En fait, ce qui se passe, c'est une petite transformation. Donc la position des manettes sont en cartésien. X, Y, Z, les rotations. Et ça, c'est pas compréhensible pour un bras robot. Lui, le robot, il comprend des positions angulaires, comme un bras, le premier moteur à 30 degrés, le deuxième à 50, etc. Donc il y a une petite opération ici. Donc simplement ici, on récupère la position des manettes, on les convertit en bras, en unités moteurs, et on les écrit. Je vais un peu plus rentrer dans les détails de ça après. Le simulateur peut ressembler à quelque chose comme ça. Donc vous avez une réplique du robot à l'intérieur. Là, il y a une scène avec des objets, mais pas forcément utiles. Ce qui est assez intéressant dans ce setup, c'est que du coup, on a un serveur.
et qu'on contrôle le bras robot à travers Internet. C'est des WebSockets. Donc en théorie, on peut le contrôler depuis n'importe où dans le monde. Alors forcément, ça rajoute de la latence, et il y a un moment où ça ne va plus être utilisable, mais vous pouvez être dans 2 autres pièces et contrôler un robot qui est à l'autre bout de chez vous. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut avoir des mouvements qui sont plus naturels, parce que si je veux simplement monter le robot, je monte mon bras. Mais ça fait qu'on perd aussi en précision, puisque on n'a pas une réplication 1-1 des mouvements. Le simulateur va induire des erreurs de calcul, et on a une petite diminution de la qualité des données. Et on peut contrôler aussi à moins haute fréquence. Donc, simplement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu lourd et complexe, mais il y a une opération qui s'appelle la forward kinematics et l'inverse kinematics. C'est l'opération qui passe de données x, y, z en cartésien aux unités moteurs et aux positions angulaires. Donc, il y a un sens qui est très simple. C'est si on connaît la position des moteurs et qu'on connaît les dimensions du bras, en théorie, c'est de la trigonométrie, on peut calculer la position finale du bras moteur. Mais l'opération inverse est très compliquée, parce que si avec mon bras, je veux atteindre ce point-là, il y a une solution, une deuxième, une troisième, et en fait, il peut y en avoir énormément, voire pas du tout. Donc c'est un problème qui est non linéaire, souvent c'est des solutions analytiques ou numériques, et en pratique, on utilise des simulateurs pour les résoudre. Vous avez ici 3 simulateurs très connus, et si vous voulez regarder ce problème, c'est très pratique. PyBullet, Isaxim et Mujoko. Je voulais aussi parler de ce que Roch a décrit tout à l'heure, qui est le sim-to-real gap. En robotique, on aimerait tout faire en simulation, parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite que la réalité. On peut paralléliser et avoir énormément de data. On n'a plus les problèmes de hardware, de maintenance, de choses qui cassent, de bruit, d'électronique, etc. Et on peut aussi énormément contrôler le setup qu'on a. Donc si on veut changer la lumière, si on veut rajouter des choses dans la scène, tout ça c'est possible. Malheureusement, les simulateurs sont imparfaits, et dans la qualité par exemple des rendus, souvent on a un trade-off à faire entre la qualité qu'on veut et la puissance de calcul qu'on a. On va aussi avoir beaucoup de difficultés à simuler les contacts dans notre scène, et donc une fois de plus, les matériaux qui sont un peu rigides ou complexes, on va avoir beaucoup de difficultés à les simuler. Et il y a aussi beaucoup de bruit qu'on arrive difficilement à recréer au sein des simulateurs dans la vraie vie. Donc en pratique, comment est-ce qu'on passe de la simulation à la réalité? C'est en partie avec le RL, mais soit en réentraînant ensuite, une fois qu'on a entraîné dans la simulation, en réentraînant avec des vraies données. Ça peut être un peu complexe, parce qu'il y a un risque de modèle collapse. Et il faut rajouter de la variabilité dans nos données. Donc soit en changeant les setups, soit en rajoutant du bruit artificiellement, et plein de manières, mais c'est un problème qui est connu et qui peut être très compliqué. Je voulais ensuite parler de toute la phase d'entraînement de modèles qu'on avait dans Phosphobot. Donc ici, on se focus sur le limitation learning, donc le fait de partir de data et d'apprendre au modèle à refaire la même chose. Parce qu'en effet, c'est le 80-20, on a une bonne partie de l'apprentissage là-dedans, et ça permet d'aller assez vite. Donc les modèles qu'on supportait, c'était ACT, Groot et Pi 0.5. Je ne vais pas trop parler d'ACT puisqu'ils l'ont fait amplement avant. Et Pi 0.5, peut-être que vous connaissez l'entreprise, c'est Physical Intelligence, qui en fait a sorti ce modèle en prenant le pari qu'il pouvait résoudre l'intelligence en robotique en collectant énormément de données. Donc ce qu'ils ont fait par exemple, c'est qu'ils ont réservé tous les Airbnb de San Francisco pendant, je crois, 1 mois, et ils envoyaient des équipes collecter de la donnée pour faire de la vaisselle, ranger l'appartement, etc. Ils ont collecté du coup énormément de données, et ils ont entraîné ce premier modèle. Donc, ouais, je crois que c'est Pi 0 qu'ils ont entraîné comme ça, ou Pi 0.5, je me souviens plus. Et donc en fait, ils ont montré que en ayant beaucoup de données, ils arrivaient à avoir des meilleurs résultats, mais ça suffisait pas. Donc, si vous faites des modèles de robotique, une manière d'améliorer, c'est d'augmenter la donnée, mais en fait, ce qu'ils ont montré aussi, c'est que les phases d'après, c'est notamment avec du RL. Donc simplement pour vous présenter le modèle Groot, il
Ici, c'est des VLA, donc ce qu'on disait tout à l'heure, des Vision Language Action. Donc on voit que ce qui rentre, c'est une image, du texte, et ce qui sort, ça va être des actions dans le temps. Donc on va prédire plusieurs actions à partir d'un prompt et d'une image de ce qui se passe. Ici, le VLM, c'est le VLM d'NVIDIA, parce que c'est aussi ce qu'ils veulent mettre en avant. Et je pense que ce qui est intéressant d'expliquer, sans trop rentrer dans les détails, c'est ici cette phase de comment est-ce qu'on arrive à trouver les actions qu'on va faire. En fait, c'est de la diffusion qui se passe, et qui est conditionnée du coup par la sortie du VLM. Donc on va partir d'un bruit d'action qu'on va essayer de débruiter en fonction de la condition du VLM. Forcément, c'est des modèles qui sont assez lourds. On me parlait tout à l'heure de hardware. Là, c'est plutôt des A100. Donc ça peut être assez cher à entraîner et à utiliser. Pour ce qui est de Pi 0.5, c'est à peu près semblable. Ici, on a en fait un VLM. Donc des images, un prompt, qui sont décomposées et qui vont être données ici dans ce qu'ils appellent l'Action Expert. L'Action Expert, c'est à peu près la même chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi de la diffusion. C'est ce qu'ils appellent du flow matching. Mais si on veut l'expliquer simplement, c'est ce qui se passe ici. On essaye de prédire le Vθ en fonction du coup de l'image et du texte. Et ça, c'est de la diffusion. Un peu la particularité de ce modèle, c'est qu'ils ont une approche, ce qu'ils appellent System 1 et System 2, où ils mettent une tâche de très haut niveau en disant voilà, ma tâche c'est range la maison. Et c'est hyper complexe pour un robot, il ne connaît pas cette tâche. Par contre, ils lui apprennent à placer une assiette sur la table, à ranger une assiette dans un tiroir, etc. Et donc, le VLA a une brique de VLM qu'on va utiliser justement pour décomposer la tâche. Et c'est ce qui est expliqué ici. Donc dans la tâche range la chambre, le VLM va d'abord décomposer l'action par prend le coussin. Et c'est ensuite cette sous-tâche prend le coussin qui va être remise dans le VLM pour faire l'étape qu'on a vue avant. Pour ce qui est de l'inférence, donc dans notre logiciel Phosphobot, on pouvait recorder de la data, on pouvait l'entraîner, et ensuite, il y a un gros chapitre sur l'inférence, puisqu'on veut tester son modèle. Ici, les gros problèmes qu'on peut rencontrer, c'est surtout la latence. Quand on utilise des plus gros modèles, comme Groot, comme Pi 0.5, ça tourne sur des gros GPU. Tout le monde n'a pas des A100 dans son salon. Donc, il y a un aspect d'optimisation là-dessus, qui peut être assez compliqué, sur lequel on a passé un peu de temps. Mais globalement, il faut que le GPU soit proche de chez soi. Et l'autre erreur à laquelle il faut faire attention, c'est d'avoir le même setup quand on collecte les données et quand on fait l'inférence. Et si ce n'est pas le cas, d'avoir des données qui généralisent suffisamment en rajoutant beaucoup de variabilité pour avoir un modèle assez robuste. Et bien sûr, il faut faire attention parce que c'est une IA qui n'est pas forcément très bien entraînée. Je voulais ensuite parler de quelque chose qui est assez intéressant et que vous pouvez faire, vous, si vous êtes intéressé par la robotique et que vous avez un robot chez vous. Même pas forcément, en fait. Donc, il y a une question qui est comment est-ce que je peux mesurer la performance de mon modèle, et notamment de mon modèle dans le vrai monde? Comment est-ce que je sais quand il a bien fini sa tâche? Il y a un truc qui est assez marrant à faire et assez rapide, c'est de reprendre le dataset qu'on avait au début. Donc, je sais pas, j'ai enregistré une tâche qui est de prendre la télécommande et de la déplacer à un endroit. J'ai un dataset avec plusieurs opérations, plusieurs épisodes. Et ce que je peux faire, c'est que je peux supposer qu'au début de mes vidéos, je suis à 0% de complétion de ma tâche et à la fin, je suis à 100%. Et du coup, d'un coup, j'ai plein de données labellisées avec des images, un prompt et un taux de succès de ma tâche. Et donc, en utilisant simplement un ResNet auquel on rajoute quelques couches ici, on peut avoir un modèle comme ça qui prend en entrée des images et qui arrive à estimer le niveau de pourcentage de la tâche. Et donc ça, c'est assez pratique parce que ça veut dire qu'on peut créer des systèmes qui peuvent superviser nos opérations, qui peuvent détecter quand est-ce qu'on arrête nos tâches, quand est-ce qu'on les reprend. Et ça veut aussi dire qu'on peut faire du RL. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas essayé, mais en théorie, c'est possible. Si on a un modèle qui nous dit
en faisant cette action, on se rapproche, en faisant cette action, on s'éloigne. Et je crois que je vais m'arrêter là. Ouais. Ouais, bon voilà. Il y a des questions? Yes, une question là-bas. Merci beaucoup pour la présentation. Et j'avais une question sur le ResNet. Je ne suis pas du tout familier avec ce concept. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Sur ResNet? Ouais, juste. ResNet, c'est un modèle d'image qui est très utilisé, qui fait de la reconnaissance. Il y a plein de tailles différentes. Là, c'est ResNet 18, mais tu as des plus grosses tailles. Et tu peux utiliser pour analyser des images. C'est un modèle qui est sorti il y a pas mal de temps, je pense, maintenant. Ouais, 2015, mais qui peut être assez rapide. Enfin, du coup, comme ça date un peu, c'est très lightweight et sur un ordi comme ça, chez toi, ça peut tourner. Pas d'autres questions. Du coup, c'était limpide et ça complétait, non, mais ça complétait pas mal les deux talks d'avant aussi. Merci beaucoup encore, Frédéric.